Bonsoir à tous. Vous pensez peut-être avoir déjà tout vu, tout entendu sur le trafic de cannabis. Ce soir, pour ce nouveau numéro des documents de complément, ce n'est pas un énième reportage toutes sirènes hurlantes que nous vous proposons, mais bien une enquête implacable sur ce qu'il convient d'appeler l'industrie du shit. Pendant des mois, Raphaël Tresanini a tourné en Seine-Saint-Denis, il a enquêté, ça n'a pas été facile évidemment, mais ce soir, il met au jour une véritable économie. Une économie qui pèse 1 milliard d'euros, qui fait travailler environ 100 000 personnes, avec ses règles, avec quasiment, vous allez le voir, son code du travail. Le tout sous les yeux impuissants de l'État, diront les uns, les yeux complices de l'État, rétorqueront les autres. 93, l'indispensable industrie du shit, c'est donc un film de Raphaël Tresanini pour KM et complément d'enquête. Aux portes de Paris, Bagnolet, en Seine-Saint-Denis. Collé au périphérique, la cité de la capsulerie. Au pied des tours, un commerce qui est loin, très loin de connaître la crise. Vendredi, 11h45. Comme tous les jours, les premiers clients patientent avant l'ouverture de ce supermarché, pas comme les autres. D'un côté, il y a la file d'attente. De l'autre, à quelques mètres, ce square, normalement dédié aux enfants. Midi pile, il se transforme en salle des ventes. La frappe, le produit préféré des clients. De la résine de cannabis ultra concentrée, vendue entre 6 et 8 euros le gramme. Bienvenue dans le plus gros four de France. Un four, c'est un gros point de vente, ouvert tous les jours. Pour servir des centaines de clients quotidiennement, ils sont une douzaine de dealers. Ils risquent jusqu'à 10 ans de prison. Ces deux-là sont encore adolescents. On peut acheter quoi ici? Shit et bleu. D'accord. Dans le square, dans les halls d'immeubles, chaque mètre carré est rentabilisé. Les bons jours, ce lieu de deal enregistre un chiffre d'affaires de 70 000 euros, net d'impôts. Et ici, tous les clients sont les bienvenus, sans exception. Oui, bien servi, s'il te plaît. Elle est bonne? Quoi? T'as un fric. Pourquoi tu dis je suis un flic? Ça, c'est bon. T'as un fric sous moi. C'est bon. Reviens la prochaine fois. Ouais. Tu peux revenir? Ouais, tu peux revenir, il n'y a pas de souci. Ça marche. Merci beaucoup. Ce commerce, ça fait 10 ans qu'il tourne à plein régime. Certains clients sont des habitués. Ils viennent des 4 coins de l'Île-de-France pour s'approvisionner. Ouais, bah ouais, en fait, il n'y a pas de piston pour travail. Quand on parle d'ici, tu fais le style, bah ouais, tu es une de notre postage. Des bébés, des bébés. Ça va toujours été, je pense, sûr, quoi. Ouais, c'est un bis tel que si jamais il va égaliser, en fait, ça fait écrouler une petite économie. Horaire d'ouverture, de midi à 22 h. Et c'est comme ça tous les jours. Du supermarché de la drogue comme celui-là, aux petits détaillants, des lieux de deal, il y en a des centaines dans le 93. La Seine-Saint-Denis, c'est le département numéro 1 en vente de stupéfiants, avec un chiffre d'affaires vertigineux qui atteindrait 1 milliard d'euros par an. Dans ces villes, parmi les plus pauvres de France, le trafic de drogue, c'est désormais une industrie à part entière. Un secteur où toutes les transactions se font en liquide. C'est que du liquide, que du liquide. Jamais une carte, jamais de chèque, rien. Après, si je sors une carte ou un truc comme ça, c'est que c'est pas ma carte. Des masses de cash qui finissent toujours dans l'économie réelle. Si vous avez 1 milliard d'euros qui se déverse sur un département, bien évidemment que de façon indirecte, ça profite à l'économie locale. C'est mathématique.
l'argent il retourne dans le circuit économique, et d'autant plus qu'on parle d'argent liquide. De l'argent sale qui booste l'économie locale. Comment vous la reconnaissez? Ils sortent une liasse. Moi, j'ai jamais eu ça dans mon portefeuille, quoi. Tout le centre commercial, il profite de cette manne Une industrie avec son code du travail, ses salariés et des professions qui s'en sont faites une spécialité. Indirectement, vous gagnez votre vie avec de l'argent issu des stupéfiants. Non mais indirectement, on peut même se dire que c'est directement. Quant à l'État, a-t-il vraiment intérêt à voir ce marché disparaître? Ça fait vivre les familles, ça fait vivre ceux qui habitent dans des résidences comme celle-ci qui n'ont pas un gros revenu. C'est une économie souterraine. Pendant plusieurs mois, nos caméras se sont posées partout où afflue l'argent de la drogue en Seine-Saint-Denis. Plongé au cœur de cette industrie du shit, devenue indispensable au 93. Sur ce marché des stupéfiants, une ville de Seine-Saint-Denis est leader en part de marché. Saint-Ouen. Ici, plus de 1000 clients par jour font le déplacement. Ils viennent se fournir principalement en cannabis. La vente se fait à tous les coins de rue. Là, on est à la rue Alexandre Bachelet. J'habitais là avant. Un des points névralgiques du trafic, c'est le centre de Saint-Ouen. Pour comprendre comment cette ville en est arrivée là, visite guidée avec Karim Bouamran, le seul homme politique local qui a accepté de nous organiser un drogue tour. On va arriver dans une cité où j'ai vécu, donc à Émile Cordon. Il y a une architecture qui est assez propice au business. Vous voyez là, il y a des espèces de circuits fermés en mode labyrinthe, donc avec beaucoup de cul-de-sac, qui fait que quand vous êtes trafiquant, ça vous facilite le travail. Si Saint-Ouen est devenu le royaume du deal, c'est grâce à son emplacement en or. La ville jouxte Paris et ses consommateurs à fort pouvoir d'achat. Avec ses 5 portes ouvertes sur la capitale et ses 4 stations de métro, l'accès y est simple et rapide. Il y a une réflexion parfaitement et typiquement libérale et économique. Chaque mètre carré est susceptible de générer du business. C'est exactement comme dans la promotion immobilière. Toute friche est susceptible d'être quelque chose d'économiquement intéressant. Donc quasiment Saint-Ouen aujourd'hui est une grosse manne pour toutes celles et ceux qui souhaitent prospérer sur le commerce du cannabis. Si les places sont chères, c'est que les sommes brassées ici sont hallucinantes. D'après les forces de police, ça se compte en millions. En millions. On parle de millions. Un chiffre d'affaires de millions par an. Et selon le parquet de Bobigny, à l'échelle de la Seine-Saint-Denis, le chiffre d'affaires généré par la drogue dépasserait même le milliard d'euros. À Saint-Ouen, les dealers ne se cachent plus depuis longtemps. Les riverains, eux, sont impuissants. Il ne leur reste que la parole. Ce soir-là, une association de quartier organise une réunion sur les trafics. Une de plus. Policiers, économistes et journalistes sont venus débattre avec les habitants. Pour vous resituer, Saint-Ouen, c'est une ville de 48 000 habitants. Il y a 7 à 8 points de deal. Pour les plus gros, ça représente 15 à 20 000 euros de chiffre d'affaires par jour. La Seine-Saint-Denis serait en position de happer la moitié du marché national. Exactement. En tout cas, le parti de... On s'attendait à voir ces riverains exaspérés. C'est tout le contraire. Le deal, il semble s'en être fait une raison. Moi, je suis enseignant en lycée professionnel. J'en ai des élèves qui sont guetteurs. J'en ai qui me racontent comment ça se passe. Une partie importante des loyers en Seine-Saint-Denis sont payés en liquide. Parce qu'on sait très bien comment ça se passe. On voit bien qui sert parfois à payer la facture de chauffage l'hiver. Moi, j'habite le quartier, je les connais. Il y en a que j'ai vu naître. Je vois un petit peu comment les choses se passent. Le trafic permet à ces exclus de trouver un débouché. Pour
pour certains, c'est presque de l'emploi, si on peut dire. Le shit, comme une alternative illégale à Pôle emploi. Sur ce marché en plein boom, tous les indices sont à la hausse. Du chiffre d'affaires au bénéfice, en passant par le nombre d'employés. On peut partir de l'idée que le marché s'est accru en termes de quantité. Il est possible que oui, le marché a grossi depuis 2010. Aujourd'hui, on est en 2017, savoir où il en est. Pour nous, les 3 économistes les plus en pointe sur ce secteur ont accepté de mettre en commun leurs connaissances. Commissariats, tribunaux, saisie des douanes, leurs sources sont nombreuses. Le cœur de consommateurs, ceux qui consomment du cannabis tous les jours et qui alimentent principalement l'économie du cannabis, eux, ont augmenté de manière significative depuis quelques années. On a plus de 150 000 usagers quotidiens en 4 ans, entre 2010 et 2014. Ces analystes ont adapté un indice de calcul créé par un chercheur américain. À partir du chiffre d'affaires estimé, il permet de quantifier le nombre de travailleurs sur le marché du cannabis. Leurs conclusions sont étonnantes. À partir du chiffre d'affaires et du modèle de Colkins, ce que je propose, c'est qu'on va répartir le nombre de personnes qui sont impliquées dans le trafic. Il y a à peu près 1096 à l'échelle nationale de têtes de réseau. Il y a 132 649 revendeurs au détail de cannabis. Ce qui nous fait un total de 236 559 individus impliqués dans le trafic de cannabis à l'échelle nationale. Leurs projections sont très précises. En France, près de 240 000 personnes gagneraient leur vie grâce au cannabis. Comme la moitié du trafic de drogue se déroule en Seine-Saint-Denis, selon les calculs de ces économistes, l'industrie du shit dans le 93 emploierait donc plus de 100 000 personnes. 100 000, c'est le nombre de salariés d'entreprises telles que l'assureur AXA ou le mastodonte de l'agroalimentaire Danone ou encore Total, une entreprise dont les employés sont répartis sur 130 pays. Ce qu'on peut rajouter, c'est que l'essentiel des acteurs du trafic des drogues se concentrent sur le marché du cannabis. Il y a une véritable petite armée, si on peut dire, notamment de petits revendeurs. C'est un secteur qui commence à compter dans la mesure où il a cette capacité à occuper des populations et à les rendre actifs. Ça crée de l'activité, indubitablement. Les stupes, ça recrute, quoi. Ça recrute. Une main-d'œuvre pléthorique que nous avons croisée sur chacun de nos tournages, de jour comme de nuit. Et l'exemple que les mômes ont, c'est même plus le football, c'est le deal. Les gamins qui sortent et qui n'ont pas de perspective, qui n'ont pas d'emploi, ils se disent je vais aller me promener du côté de la rue et voir ce qui se passe. Et ce qui se passe, c'est ça. Et puis ils sont recrutés. C'est un employeur dans les quartiers populaires. Après de longues négociations, l'un de ses employés a accepté de nous rencontrer. Plusieurs conditions, préserver son anonymat et une rencontre loin des cités où il gagne sa vie. Celui que nous appellerons Tariq a 22 ans. Il deal depuis qu'il est adolescent. Pour travailler, chaque jour il se déplace d'un point de vente à l'autre. Ça se passe souvent comme ça pour les ouvriers du shit. J'ai fait Drancy, j'ai fait La Courneuve, j'ai fait Aulnay, Sevran, Saint-Denis. Aulnay, c'est plus le shit. Sevran, c'est plus la coupe. Après le reste, c'est la même merde. Après, c'est mélangé. Tariq gagne en moyenne 2 000 € par mois. Un salaire confortable. Mais il risque jusqu'à 10 ans de prison. C'est exactement la même chose qu'un travail, en fait. Mais au final, c'est quoi le délire? C'est que t'es pas sûr. Tu vois, par exemple, le vendeur, si on lui passe 200 € et qu'il rend que 170,
et qu'il y a un trou, bah ça, il va devoir le rembourser. Et si par exemple le trou il est énorme, bah finalement il va devoir bosser, mais gratuitement pour le rembourser. À chaque fois que t'entends qu'il est schmitt, tu cours, tu transpires pour avoir ton argent à la fin. C'est pas un kiff, hein. Les gens ils se réveillent pas le matin, ils vont se dire tiens, allez hop, je fais vendre du shit aujourd'hui. D'abord une retraite, t'as pas le choix dans la vie des fois. Des fois, c'est mieux de faire ça que de frapper des gens pour avoir 100 ou 200 euros. Là où la main-d'œuvre est la plus demandée et la mieux payée, ce sont les fours, ces gros points de deal. Four, c'est quelque chose de chaud. Voilà. Donc toute la journée, c'est chaud. Là-bas, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il y a la tête du réseau que tu vois jamais, qui prend tout le bénéfice. T'as les autres gérants qui travaillent pour la tête, qui sont payés au kilo. Après, en dessous d'eux, t'as le bicraveur, un vendeur. Dans les grands fours, il est payé entre 150, 200, voire des fois 300. T'as les pus. Les pus sont payés 100 euros. Ça, c'est dans les fours. Ça, c'est dans les endroits où voilà, t'es bien payé. Tout est très, très, très organisé. On peut parler de Fordisme. Il y a une organisation, il y a un code du travail, il y a des horaires. Mais oui, c'est Fordisme avec une stratification dans l'échelle de décision. Personne qui surveille, la personne qui fait le lien, la personne qui achète, la personne qui gère, et puis les actionnaires. Comme dans l'économie réelle, ce sont les ouvriers qui représentent le gros des effectifs. Des petites mains qui n'épargnent presque jamais. Elles dépensent. L'argent, il retourne dans le circuit économique, hein, et d'autant plus on parle d'argent liquide. L'argent, il sert à manger, il sert à se nourrir, il sert à se vêtir, il sert à se divertir pour les petites mains du trafic, en fait. Les centres commerciaux, on va pas se mentir, beaucoup d'argent de stupé dedans. On les survêt, les 100, beaucoup. Par exemple, demain, je peux avoir un trou du cul qui va venir faire sa semaine, prendre 700 euros, aller passer 500 euros dans une paire de chaussures. C'est du liquide, n'est-ce pas? Ouais, c'est du liquide. Que du liquide. Que du liquide. Cet argent finirait donc en partie dans ces temples de la consommation. En Seine-Saint-Denis, il y a une vingtaine de grands centres commerciaux. Aucun n'a voulu communiquer sur cette question. Pour saisir à quel point cet argent sale irrigue leur tiroir-caisse, nous avons fait le déplacement. On fait un sujet sur les trafics de stup dans le 93. On sait qu'il y a beaucoup de cash qui tourne ici ou... Ouais. C'est quoi le maximum qu'on vous a payé ici en cash, par exemple? Moi, c'est 600. En cash? Ouais, c'est 600. Un mec, il est arrivé, il a pris 3-4 sorvettes et un maillot de foot. Il est sorti une liasse. Moi, j'ai jamais eu ça dans mon portefeuille, quoi. Ouais, c'est des bonnes liasses de 50 euros. Tout le centre commercial, il profite de cette manne Ouais, je pense. Ouais. Bonjour. Moi, je peux me renseigner? Ouais, un petit renseignement, je suis journaliste et je dois vérifier des infos. Oui. Autre magasin, même discours. Je veux savoir si vous, il y a beaucoup de paiements en cash chez vous. Oui, beaucoup. Ouais. Enfin, selon vous, il y a du dealer qui vient acheter Oui, sûr. Ici, ouais, c'est sûr. Ah ouais? Vous le reconnaissez comment? Bah, je reconnais, j'habite dans une cité, je reconnais. J'ai un petit groupe de 5 personnes qui viennent une fois par mois et qui laissent au moins 500 euros, quoi. Ils viennent te voir et ouais, mets-moi ça, mets-moi ça, mets-moi ça. Ils savent même pas, même les chaussures, ils savent même pas, ils achètent. Et c'est quoi la chaussure préférée Alors, celle-là, déjà, il y a ça. Ça, elle va aller plus cher du magasin. Hein. Comme ça. D'accord. Ce qu'ils vendent mieux ici, c'est ça. D'accord. Ça coûte combien celle-là? 160. Ah, bah, quand même. Merci à vous. Merci, à bientôt. Le prolétariat du cannabis dépense une bonne partie de son cash dans les centres commerciaux. Pas si simple pour les cadres et les patrons du trafic. Eux empochent des milliers d'euros par jour en liquide. Pour en profiter, il faut passer à la vitesse supérieure. Il faut blanchir. Mettez-vous à la place des trafiquants. Ça ne sert à rien d'avoir les poches pleines tous les jours. Si vous ne pouvez pas aller vous acheter une Porsche, un yacht et une Harley Davidson, parce que là, vous tombez tout de suite et on vous le confisque. Donc, qu'est-ce que vous faites? À quoi ça sert d'avoir les poches pleines? La question du blanchiment est centrale parce que vous avez en gros des masses importantes, même physiquement, de billets qu'il faut traiter, qu'il faut écouler, qu'il faut évacuer. Dans le jargon des économistes de la drogue,
On appelle cela le blanchiment primitif. La logique de blanchiment primitif renvoie à l'idée de mettre à l'abri le patrimoine du trafiquant. On souhaite avoir des endroits où il y a beaucoup de liquidités. Ce sont les commerces de bouche, les boulangeries, les kebabs, mais aussi les nail bars ou des salons de massage. Ce commerce n'a pas besoin d'avoir des clients comme n'importe quel commerce. Il a besoin d'avoir une activité de façade. L'argent, lui, vient d'ailleurs. Il vient des profits du commerce de drogue. Concrètement, voilà comment les poids lourds du shit procèdent. Leurs liasses de cash, ils les injectent dans la caisse d'un commerce à leur nom. Par exemple un restaurant. À l'aide de fausses factures, le dealer-restaurateur prétend ensuite avoir vendu 50 ou 100 repas par jour. Des repas imaginaires, mais des milliers d'euros bien réels, désormais considérés comme du chiffre d'affaires. Il suffit alors qu'un comptable véreux valide le bilan annuel, le cash est blanchi, l'argent est disponible. Ce qu'aime le trafiquant, c'est investir dans ce type de commerce de proximité pour pouvoir avoir un œil sur ses investissements. Donc il investit généralement localement. Depuis quelques années, ce type de commerce fleurit le long de ces départementales qui traversent la Seine-Saint-Denis. À Saint-Ouen, une rue est dans la ligne de mire de la brigade des stupes et de la police financière. À 2 pas des gros points de deal, l'avenue Michelet et ses dizaines de petits commerces. Nombre d'entre eux seraient des façades. C'est ce que nous confirme un officier de police. Il nous parle sans l'aval de sa direction. Michelet, ça rapporte pas mal. Tous les commerces qui sont à proximité des points de deal, que ce soit les kebabs, que ce soit les coiffeurs, que ce soit les bars, les épiceries, les machins, enfin tout ce qui gravite aux abords, il y a du blanchiment d'argent. Toutes ces pseudo-entreprises, c'est enregistré sous des faux noms. Tous les mois, ça change de propriétaire, on ne retrouve pas les propriétaires. Sur place, un restaurateur de l'avenue est lucide sur la réalité du chiffre d'affaires de ses nouveaux concurrents. On regarde la recette. On regarde la recette, on s'en bat de pas. Ils font pas de recettes en fait les restos là? C'est pas de recette. Ils ont pas de recette. Le commerçant nous met sur la piste d'un établissement de l'avenue. Il est 13 h. Le restaurant n'a même pas pris la peine de lever son rideau. Il ouvre pas ce restaurant à midi? Non, je crois que c'est que le soir. Étonnant, car cet établissement annonce pourtant être ouvert 7 jours sur 7, midi et soir. Et à en lire la centaine de commentaires, les clients qui ont eu la chance d'y manger en gardent un souvenir impérissable. À fuir. Une honte pour la restauration. Catastrophique. Un vendredi soir, nous tentons l'aventure en caméra cachée. Il est un peu plus de 21 h. C'est normalement l'heure du coup de feu pour les restaurants. La salle est vide. Les tables sont sales. La serveuse nous ignore. Le patron n'est pas là. Les clients non plus. Pourtant, sur son dernier bilan, le chiffre d'affaires semble conséquent. Près de 225 000 € en 2015. Une affaire qui tourne bien, en tout cas sur le papier. Le patron de ce restaurant, nous l'avons retrouvé sur les réseaux sociaux. Et il a l'air d'avoir la belle vie. Il affiche ouvertement son goût pour les établissements luxueux, les belles femmes, et se fait prendre en photo aux côtés de célébrités, comme sur ce cliché avec Omar Sy. Un patron bling-bling qui n'en est pas à sa première affaire. Depuis la fin des années 90, il travaille en famille. Avec ses frères, ils ont ouvert et fermé des dizaines de sociétés. Restaurants, boulangeries, immobilier, des secteurs où circule beaucoup d'argent liquide. Leur plus belle boîte, un commerce d'import-export de vêtements qui affiche un chiffre d'affaires impressionnant la première année, plus de 2 millions d'euros.
l'Ordre des experts comptables a épluché ses comptes pour nous. Selon ces pros, certains indices ne trompent pas. Alors il y en a une, elle n'a pas d'ordinateur, voilà. Elle fonctionne de rien. Une société qui fait de l'import-export, ce qui peut paraître un petit peu surprenant. Après, sur les adresses des dirigeants, a priori, ils vivraient tous au même endroit, donc il y a peut-être une erreur du comptable qui a rempli. Et justement, en parlant du comptable, il y a un vrai point commun, c'est qu'elles ont toutes été faites par un comptable. Une société que nous, à l'Ordre des experts comptables, nous connaissons bien. C'est une société qui n'est pas inscrite à l'Ordre des experts comptables et qu'on appelle un comptable illégal. Ce comptable illégal aurait validé les bilans des dizaines de sociétés montées par la fratrie. Il est sur la liste noire des experts comptables. Il n'a pas le droit d'exercer. Pourtant, il travaille dans un cabinet parisien. Nous sommes allés à sa rencontre en tant que journaliste. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous parler d'un dossier. Je voulais que vous regardiez avec moi, que vous me disiez ce que vous en pensez. Ça vous embête pas? Donc ça, vous vous souvenez de ce client? Je ne connais pas du tout. D'accord. Je connais pas du tout. J'en ai jamais vu ce nom ici, là. D'accord, ok. L'homme n'aurait jamais entendu parler de ses clients. Le tampon qui a validé leur compte ne serait même pas celui de son cabinet. On connaît tous les clients. Oui, je vous en prie. Vous voyez, et ici, ça c'est votre tampon. Vous voyez, c'est pas pareil. Caractère, c'est pas pareil. Regardez les caractères. Grandeur, largeur, tout ça. Vous voyez, c'est pas pareil. Il n'y a jamais plusieurs tampons. Laver l'argent sale, pas de ça chez lui. Si, plusieurs. Majeure particulière, c'est restauration. Restauration, il n'y a pas de blanchiment d'argent. C'est pas possible. On travaille clientèle, réglo. Si moi, demain, j'arrive et je vous dis j'ai 200 000 €, est-ce que vous vous demandez d'où viennent ces 200 000 €? C'est quoi votre réaction? Nous, on n'accepte pas la clientèle comme ça. Blanchiment d'argent, c'est illégal. Illégal et puis emprisonnement. Un homme honnête donc, qui n'hésite pas à faire un peu de zèle. Le grand problème, c'est le blanchiment d'argent. Plus important qu'il mafia maintenant. Il se dit intègre. C'est vrai qu'il n'a jamais été condamné par la justice. Alors pour dissiper le moindre doute, nous lui avons tendu un petit piège. Nous avons pris un nouveau rendez-vous, cette fois-ci en jouant un rôle. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Pas très bien et vous? Merci beaucoup. Désolé, hein? Non, il n'y a pas de souci. Équipé d'une caméra cachée, nous lui annonçons avoir 450 000 € en liquide à blanchir. L'homme n'a pas l'air effrayé. Parce que le truc, c'est que moi, j'ai beaucoup d'argent de côté. Et j'aimerais bien pouvoir en profiter. Bien sûr, pour légaliser gentiment, officiellement. Exactement. Ah, parce que moi, on me dit que la police financière et la police des stupes, maintenant... Bien sûr, bien sûr. C'est ça, moi, qui m'inquiète. C'est pour ça que je peux vous faire confiance. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. C'est comme si je parlais à mon avocat. Bien sûr. Ton frère, ton grand frère. Type de commerce, de caisse enregistreuse. Pendant près d'une heure, notre nouveau comptable nous explique comment blanchir de l'argent. Il a même un tampon magique. Et du coup, après, dans les papiers, tout va bien, c'est carré. Impeccable. Expertise comptable, c'est reconnu. Ah, expertise comptable? Bien sûr, expertise comptable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et moi, ce que j'aime bien, c'est que vous me demandez pas d'où ça vient les 450 et ça me... Oh non, non, ça ne regarde pas. Nous, on ne pose pas de questions, ça ne regarde pas. Vous avez des règles, nous, on respecte. Oui, c'est secret professionnel. Secret professionnel. En 2015, l'Ordre des experts comptables a porté plainte contre cet homme pour exercice illégal. L'enquête court toujours. Quant au patron du restaurant de l'avenue Michelet, facile à trouver sur les réseaux sociaux, pas dans la vraie vie. Nous sommes allés à l'adresse qu'il déclare comme son domicile. Personne. Direction, son tout nouveau restaurant. Il vient d'ouvrir il y a quelques semaines. Mais lui aussi est fermé à midi. D'accord, il n'y a personne. Nous interrogeons le restaurateur d'à côté. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous le connaissez les gens qui le tiennent ce resto? Non. Ça a changé de propriétaire. Si je vous montre la photo, vous me dites si vous l'avez déjà vu à ce resto? Non. Lui là. Jamais vu? Non, ma parole, jamais vu. D'accord.
Non. Ok. Introuvable. Nous lui avons pourtant laissé plusieurs messages. Bonjour monsieur, je suis journaliste pour France Télévisions, France 2, l'émission Complément d'enquête. On a pu récupérer certains de vos comptes annuels. Il y a des choses qui nous paraissent étranges et on aurait voulu en parler avec vous au téléphone ou de visu. Pas de réponse. À ce jour, cet entrepreneur n'a jamais été condamné par la justice. En Seine-Saint-Denis, monter des sociétés pour blanchir l'argent sale, c'est désormais un classique. Le département le plus pauvre de l'Hexagone est aussi l'un de ceux où l'on crée le plus d'entreprises. Au tribunal de commerce de Bobigny, il y a foule tous les jours. Ici, c'est le plateau de tout ce qui est création d'entreprise. C'est la vie d'entreprise. Allez, hop. On a 200 à 300 personnes au guichet, 200, 300 appels téléphoniques jour. On prend les escaliers ou l'ascenseur? On a 16 000 créations d'entreprises dans l'année. Sur 220 jours ouvrés, vous faites le calcul. On prend les escaliers. Enfin, un peu de sport, quoi. Hein? Ici, tout va vite. Trop vite. Pas simple de faire la différence entre vraies entreprises et sociétés de façade. Moi, je suis la police aux frontières, mais il me manque le détecteur de métaux, parce qu'il y a des métaux maintenant qui passent sans problème. Donc, il me faut les nouveaux outils pour détecter, quoi. Entre 5 et 10% des dossiers seraient frauduleux. Alors, pour tenter de limiter la casse, il n'y a pas un, mais 2 greffiers. Donc, vous avez Vincent qui dirige avec moi l'activité. En fait, je vois que c'est aussi une affaire de famille. Vous êtes ouais, on est frères, ouais, tout à fait. Ouais. L'aîné pour l'encadrement, le cadet pour les dossiers les plus suspects. Des demandes douteuses qui sont en augmentation depuis 2007. Cette année-là, le gouvernement Fillon autorise les personnes ayant un casier judiciaire à créer leur entreprise. Lorsque vous avez face à vous un casier judiciaire où on voit 3 condamnations de stupes et que la personne va monter une société, je sais pas, une pizzeria, une boulangerie, une société de location de voitures par exemple, il n'y a pas une petite veille de surveillance qui est lancée? Du tout, absolument pas. Donc je vous prends un exemple, celui qui a qui a fait l'objet d'une condamnation pour 10 ans pour trafic de stupéfiants, peut diriger une entreprise. J'en ai parfois avec des casiers qui font 300 pages. Exemple avec cette demande. Celui qui l'a déposée a été condamné à de multiples reprises pour ILS, infraction liée aux stupéfiants. Utilisation non autorisée de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants. Et cette personne, vous voyez, elle a été condamnée à 1 an d'emprisonnement, tout récemment. Et quel genre de société vous voulez monter, on le sait ça ou... Oui, vous voulez que je vous le dise? Ouais. On va regarder. Suivez-moi. Livreur à vélo. Livreur à vélo. On ne sait pas de quoi, mais... Voilà. Ex-détenu qui tente de se réinsérer ou tentative de blanchiment, impossible de le savoir. Des barons du cannabis qui se griment en chef d'entreprise, mais quand il y a litige, ce n'est pas au tribunal de commerce que ça se règle. Fusillade en plein jour à Saint-Ouen, près de Paris. Une quinzaine de douilles de pistolets mitrailleurs jonchent le sol. Coup de feu entendu avenue Michelet à Saint-Ouen. Ici, les fusillades sont fréquentes. Un règlement de compte à l'arme automatique. 89 règlements de compte en Seine-Saint-Denis l'an dernier. La ville la plus touchée par ces fusillades est celle qui enregistre les plus gros chiffres d'affaires. Saint-Ouen. Dernier exemple en date, ces tirs qui ont fini sur la porte d'un gymnase très fréquenté. C'était le 4 mai dernier, quelques heures avant notre rencontre avec le maire. Il semblerait que ce soit des règlements de compte, mais comme le gymnase est dans la périphérie des trafics, quand ils se sont tirés entre eux, voilà. On en est là, quoi. Il y a quand même des règlements de compte à balles réelles à Saint-Ouen. Oui, on en est là. On en est là. Il y a des accalmies. Et puis tout d'un coup, hop, ça repart. Il y a une montée de la violence entre les différents protagonistes. Ouais. C'est des bagarres de territoire, tout simplement. Mais le problème, c'est que nous, on a des gens qui vivent dans cette ville. Et ils n'ont pas envie de vivre entre des tirs de balles.
Pour tenter de mettre fin à ces trafics, le maire a mis le paquet. Une nouvelle police municipale suréquipée. Pour l'instant, garde à vous. Repos. 25 recrues. Plusieurs d'entre eux sont d'anciens légionnaires. Donc aujourd'hui, on a plusieurs sécurisations à faire dans les ZSP. Toujours le même problème en termes de trafic de stupéfiants. On a pas mal de problèmes en termes de guetteurs, de vendeurs et autres. Les riverains se plaignent. Il faudra faire attention, le quartier est assez tendu. Hein. Il y a peu de temps, on a pris des projectiles. Cette police municipale coûte cher à la ville. 1 700 000 € cette année. 3 fois plus qu'en 2016. Tout le monde est équipé, c'est bon, on a les flashballs, ça va, la caméra. C'est bon. Ok, pas de problème. Il a pris mon téléphone. Suivi pour PLF, on va se rapprocher du secteur. Présence d'individus, donc qui consomment des produits stupéfiants. Ouais, reçu, merci à vous. Leur première descente de la soirée, un four qui a pignon sur rue depuis près de 10 ans. Artena, c'est le cri que les guetteurs lancent lorsque la police arrive sur zone. Il arrive sur Bauer, individu NA, à droite, à droite. Premier point de deal contrôlé, premier échec. Celui qui est suspecté d'avoir les produits stupéfiants s'est échappé. Contrôle-le. Fais gaffe derrière. Des produits ici sur vous? Hein? Cette nouvelle pression policière, les réseaux s'y sont déjà adaptés. Vas-y monsieur, merci vous. Ceux qui restent sur la zone de deal n'ont jamais rien sur eux, ni cannabis, ni argent. Bon là c'est mort. Hein? Ramène-le. Attraper les dealers, c'est presque mission impossible à Saint-Ouen. Un individu a pris la fuite, donc ça n'a rien donné. On va quitter les lieux, reçu. À peine le dos tourné, le business reprend. Ah bah là c'est reparti déjà, hein. Là le trafic est reparti hein, déjà. Le guetteur est en place. Ah, ils attendent pas qu'on s'en aille. Hein. Non, non. Il faut qu'ils reprennent la vente qu'on a à côté, donc c'est ça. Un scénario qui va se reproduire tout au long de notre tournage. Et c'est comme ça tous les jours. RS, il n'y a aucun produit qui a été retrouvé dans le bâtiment. Vous êtes connus, les services de police? Ouais, je suis connu. Connu? Ouais. Défavorablement connu, je pense. C'est plein de fois, ça veut dire? Ouais, stup. Ouais, c'est ok. Des dizaines de contrôles. Comme chaque soir, les policiers font le tour des points de deal de la ville. Les gros fours, comme les petits dealers itinérants. Il y a des gens qui viennent du métro, qui viennent acheter sur ce secteur-là. Les points de deal se déplacent tout le temps. C'est jamais au même endroit. Là, c'est très ici. Ils s'adaptent. Une fois la nuit tombée, l'ambiance se tend entre dealers et policiers. Pousse-toi. Dépouche-toi. Cul. Bilan en fin de soirée, 4 pochons d'herbe et une barrette de hashish. Valeur des saisies, moins de 200 €. Pas de quoi ébranler cet empire du cannabis. C'est une guerre de longue haleine, hein. Une guerre d'usure. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. C'est le jeu. Cette guerre larvée, une profession a su en tirer parti. Bien loin des cités pauvres du 93, les beaux quartiers de la capitale. Madame, notre travail, c'est de sortir et on va le faire, ne vous inquiétez pas. Je vous en prie, ne pleurez pas, madame, ne vous inquiétez pas, on est là pour ça, on va faire ce qu'il faut. D'accord? On ne donne rien. Donc je vais vous faire un tout petit prix, avec plaisir. Vous savez que
À l'autre bout du fil, une proche d'un homme interpellé pour ILS. Un délit qui permet de gagner gros, très gros pour certains cabinets d'avocats. Voilà, on va faire un peu de social, c'est important. Donc vous mettez au rendez-vous demain matin à 10h. Voilà, on défend des gens riches, on défend des gens pauvres, on défend de tout. C'est notre métier, défendre. Maître Ruben, 40 ans, une trentaine de dossiers par mois, un crack du barreau, le chouchou des cités. Sofiane, une star du rap, lui a même dédié un morceau suite à un procès. Spécialement dédicacé. Maître Ruben. Il était poursuivi pour entrave à la circulation, détention d'armes et de stupéfiants. Son avocat a fait annuler la procédure. C'est une très très belle surprise, c'est un honneur. Il m'a fait l'honneur de me choisir pour le défendre et là ce soir il m'a mis à l'honneur. J'aime le rap. Je veux remercier mon avocat, Maître Ruben. Merci frérot, merci. La botte secrète de Steve Ruben et de son associé. Ça va les gars, ça se passe bien? Traquer les petites erreurs des policiers, les fautes dans les procès-verbaux. Il arrive, j'ai mis une pression de ouf aujourd'hui. Les vices de procédure, ça se regarde avant même de regarder le fond du dossier. C'est vrai que vous avez malheureusement pour eux et heureusement pour nous des commissariats qui sont parfois peu aguerris ou des fonctionnaires de police qui connaissent pas ou peu, qui sont aussi débordés. Donc effectivement, on en joue, je crois, et on en joue beaucoup. Et c'est vrai qu'on s'en fait en réalité un malin plaisir parce que c'est les règles avant le fou. Tous les soirs, leur salle d'attente est pleine de dealers présumés. Les discussions entre avocats et clients resteront privées. Mais avec son associé, Maître Ruben a accepté de revenir sur ce marché en plein essor. Ça représente combien en pourcentage ces dossiers liés au stup ici dans ce cabinet? Je dirais 60. Ouais, 70%, 70-30. On en fait beaucoup. Et ça va du petit dealer, du petit revendeur à celui qui gère une activité sérieuse. On n'a plus de concurrence. Vous avez fait une OPA, quoi. On a fait une OPA. Pourtant, dès qu'il s'agit de parler chiffre d'affaires ou honoraires, l'avocat est moins bavard. 3 euros, ça représente combien? Combien? Le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires Pour les trafiquants? Pour vous? Pour nous C'est des questions qui... c'est une question légitime, non? C'est pas une question qu'on a envie d'aborder là. Un cabinet qui tourne bien. Cette clientèle perd rubis sur l'ongle. Les trafiquants, c'est ici qu'ils les défendent. Le palais de justice de Bobigny, numéro 1 en France sur les affaires liées au stup. Cet après-midi-là, l'associé de Maître Ruben défend un présumé dealer. Grâce à un vice de procédure, le client est relaxé. Pour connaître le prix de la liberté, nous l'abordons. Tu l'as trouvé comment, cet avocat? Excellent. C'est du bouche à oreille, c'est comme... Ouais, moi, à la base, c'est des amis à moi qui m'ont consigné le cabinet, Ruben, et je suis parti voir M. Ruben. Il prend beaucoup en honoraire? Moi, je lui ai donné 10 000 euros, pour moi, c'est raisonnable. C'est du cash? Ouais, moi, j'ai donné en cash. D'accord. Moi, j'avais du cash. Ok. Selon la loi, les paiements en liquide sont limités à 1 000 euros. Mais il existe une parade. Ils s'organisent, ils payent en plusieurs fois, souvent c'est échelonné dans le temps. Et indirectement, vous gagnez votre vie avec de l'argent issu des stupéfiants. Non mais indirectement, on peut même se dire que c'est directement. On peut tous avoir des suspicions que quelqu'un qui est condamné dans une affaire de stupéfiants, il nous paye avec de l'argent qui serait le produit d'une infraction. On peut tous s'en douter. Maintenant, quand vous êtes boulanger, vous vérifiez pas avec quoi vous achetez une baguette. Quand vous allez vous acheter des vêtements de luxe, vous vérifiez pas que la personne qui vous achète ça, elle n'a pas fait une fraude fiscale. Avocats et commerçants captent une partie de l'argent généré par le trafic de stupéfiants. Une part de cette manne finit aussi dans les caisses de l'État. Pour comprendre comment la République entretient un rapport ambigu avec l'argent de la drogue, retour à Saint-Ouen. Cet après-midi-là,
le maire a réuni un conseil de sécurité. On va faire par étapes ces installations de vidéoprotection. Autour de la table, il y a notamment les représentants des HLM. Donc là, d'après les informations qu'on a, on s'aperçoit que depuis quelques semaines, il y a de plus en plus d'actes avec balles. Pour les bailleurs sociaux, le trafic de stupéfiants, c'est un gros dilemme. Car sur le terrain, ça donne ça. Des travailleurs du shit qui s'accaparent des zones entières des cités. Comme ici, sur ces vidéos enregistrées dans le parking d'une tour HLM, devenue un spot de deal. Entre les dégradations et l'embauche de gardiens pour déloger les trafiquants, le deal, ça coûte cher aux bailleurs sociaux. Vas-y, tirez-vous, appelle la police direct. Allez, c'est bon, maintenant on peut appeler la police. Pourtant, quand les dealers disparaissent, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle. C'est ce qu'a constaté la police. Dans ce document interne, un syndicat d'officiers pointe une information étonnante. Dans le 93, les loyers impayés exploseraient quand les trafiquants sont interpellés. Conséquence directement imputable au succès de ces opérations anti-drogue, l'augmentation vertigineuse des loyers impayés chez les bailleurs sociaux, plus 32%. En clair, quand la police tape trop fort, c'est de l'argent en moins dans les caisses des services publics. Filmés à leur insu, ces cadres d'office HLM l'avouent à demi-mot. Est-ce qu'on peut penser que l'argent généré par ces trafics de stupes paye une partie de ses loyers? C'est une question compliquée. Hein. On sait très bien probablement qu'un certain nombre de locataires, effectivement, peuvent effectivement payer leur loyer. Voilà. Après, de dire où, quand, combien, c'est plus compliqué. D'accord. C'est plus compliqué. C'est du paiement par mandat cash. Et des mandats cash, vous en avez beaucoup? On en a. D'accord, très bien. En Seine-Saint-Denis, il y a une vingtaine de bailleurs sociaux. Aucun n'a voulu nous indiquer la part des paiements en liquide. Je souhaiterais connaître le volume de paiement je voudrais connaître la part de vos paiements de loyer qui sont effectués autrement que par chèque, carte bleue ou virement. Est-ce que c'est possible? Alors, je suis pas sûre qu'on est habilité à diffuser ce genre d'informations. Vous communiquez pas sur ce point? Non, c'est pas possible. C'est ce qu'on m'a répondu. On m'a juste dit que l'office ne donnerait pas ces informations. On ne veut pas vous répondre d'abord parce qu'on n'apprécie pas conclure une enquête. Et donc, je pense qu'on ne va pas vous répondre. Alors, parce qu'on ne veut pas vous répondre. Voilà. Au revoir. Un tabou se cache, paierait de nombreux loyers. Avec, les dealers s'achètent même la complicité des habitants. Toutes les portes des appartements leur sont alors ouvertes. On avait un terrain où tout le bâtiment il était payé par mois. Tous les débuts du mois, toutes les boîtes aux lettres, il y avait une vente. Juste pour ouvrir la porte au bicrave. Tout le bâtiment? Tout le bâtiment. C'est un bâtiment de combien d'étages? 12 étages. On l'appelle le 12. Dans cette guerre perdue contre la drogue, les États du monde entier ont décidé de réagir. Tout a commencé avec cette convention de l'ONU sur le crime organisé. C'était à Palerme en 2000. La mafia qu'ils décrivent n'est plus sicilienne, mais internationale. Elle infiltre pas à pas l'économie légale. Les recommandations sont claires. Taper au portefeuille des narcotrafiquants par tous les moyens. La France a pris son temps, mais elle s'y est mise. Résultat aujourd'hui, chaque semaine, des biens saisis sont vendus pour le compte de l'État. Et ce qui rapporte le plus, c'est les stupes. Bonjour donc, la vente va commencer dans les conditions habituelles. Il s'agit de vente sur réquisition de l'Agrasc. L'Agrasc étant l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Ce jour-là, ce commissaire-priseur vend 2 véhicules saisis à des dealers. Une jolie petite voiture de ville pour ce véhicule à 2000. Et un bolide allemand, prisé des trafiquants pour les go fast. Vous avez vu ce véhicule, donc
Il est en parfait état, vitre teintée, comme ça on ne vous voit pas dedans. On ne sait pas ce que vous y faites. Et nous commençons pour ce véhicule à 15 000 €. 15 500. Là-bas en haut, 16 000. Si je vous dis l'État se nourrit sur la bête, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est très bien. Parce que les gens qui travaillent dans ce genre d'opération illégale doivent forcément en subir les conséquences. On leur prend leurs biens meubles, quels qu'ils soient. Ça veut dire aussi bien les meubles qui composent leur appartement que leur voiture. C'est une bonne opération. C'est une très bonne opération pour l'État. Adjugé 16 400. La fête est finie. Aujourd'hui, les autorités françaises n'hésitent plus. Elles saisissent des véhicules, des appartements, des maisons, mais aussi des comptes bancaires, des bateaux et même des avions. Adjugé 3 800, monsieur, vous venez me voir. Un trésor de guerre qui grossit année après année. 106 millions d'euros en 2011, 839 millions l'an dernier. Près de la moitié des biens saisis en France sont liés à des affaires de drogue. Une offensive de l'État qui vise aussi bien les patrons que les petits employés. Clairement, l'État vient chercher l'argent où il peut le trouver. Et dans le trafic de stupéfiants, sa logique aujourd'hui, c'est d'aller chercher l'argent partout. Légalement, c'est possible. Vous avez un petit vendeur qui a vendu 2 barrettes de cannabis, c'est possible de saisir tout. C'est-à-dire que s'il a travaillé 10 ans avant même d'être dans le trafic de stupéfiants pour s'acheter une voiture ou pour se payer un appart, on a le droit de lui saisir. Incapable de supprimer le trafic de drogue, l'État s'est mis à taxer les dealers. Pendant ce temps-là, dans le 93, le business du shit se porte à merveille. Les autorités semblent résignées. Nous avons rencontré un membre éminent de la préfecture de Seine-Saint-Denis. Sécurité, santé publique, pour lui le shit coûte cher à l'État. Mais il nous confirme aussi qu'il rapporte beaucoup. Est-ce qu'on peut penser que ces trafics, d'une certaine manière, génèrent plus qu'ils ne font perdre, économiquement parlant, à la Seine-Saint-Denis? C'est une activité économique, oui. Donc ça rapporte plus que ça ne coûte, ça c'est sûr. C'est une activité... Il y a de la valeur, enfin, il y a une forme de valeur ajoutée. Et le département est clairement bénéficiaire, d'un point de vue purement mercantiliste. C'est un gentleman agreement, c'est un accord tacite qui consiste à dire ça concerne les quartiers populaires. Ils sont à foutre. C'est pas grave, on verra ça plus tard ou on laissera ça au prochain. La prochaine génération politique. C'est comme les dettes. Et pourquoi? Parce qu'ils ne vivent pas là. Soit ils ne vivent pas là, ou soit ils ne viennent pas de là. Fin fond du Palais Bourbon, de Matignon. Vous avez fait les mêmes écoles, vous avez côtoyé les mêmes personnes, vous êtes en vase clos, on vous ramène une feuille Excel en vous disant que derrière, il y a ça, ça, ça. Bon. Est-ce que c'est une nuisance politique pour nous, pour l'establishment? Non. Est-ce qu'il y a une guerre civile? Non. Et en plus, ça achète de la paix sociale. Bon, écoutez, on laisse. La plupart des responsables politiques ferment les yeux, alors que l'industrie du shit commence à vivre sa révolution. Dans certains points de vente éloignés de Paris, comme à Sevran ou à Aulnay-sous-Bois, les clients commencent à déserter. Certains fours s'éteignent à petit feu, au profit d'un nouveau type de dealer. Je vous assure un produit de bonne qualité, marron vert. Merci et passe une bonne journée. Comme dans l'économie réelle, le marché des drogues entre en phase d'ubérisation. Le dealer livre désormais la drogue à domicile et fait même des promotions, parfois surprenantes. Je rajoute jusqu'à 2 grammes à toutes les commandes de demain à partir de 50 si Paris gagne. Allez Paris! Acheter des stupes, ça peut coûter 1 an de prison, mais c'est désormais simple comme un coup de fil. Dis-moi, là, je suis dans le 15e, je suis au taf, tu peux venir? Envoie-moi l'adresse et le métro le plus proche, s'il te plaît. Ça, envoie-moi tout, je vois, je m'organise. J'ai 2-3 personnes avant, après je passe. D'accord, à tout à l'heure. 1 heure plus tard, un homme souriant nous rejoint. Ça va? Tu vas bien? Pour se faire plus discret,
Il est venu en métro. Mais t'es quoi, t'étais comment en transport là? En reçant le transport, je reste sur place sur Paris entre minuit et midi. Ouais. La veuille du shit, nous, c'est pas Des arguments commerciaux imbattables. Les prix sont les mêmes que dans le 93. Dans les fours, quand j'allais là-bas dans le 93, là, vous faites les mêmes quantités en plus. C'est 5 grammes, c'est pareil. T'as vu ça, le shit, c'est bien longtemps. À entendre ce nouveau type de dealer, pour percer dans ce business, il faut s'adapter à la demande. Les gens, ils veulent pas trop se déplacer, tu vois, généralement, dans le 9-3, c'est pour les gens du 9-3, tu vois. Mais ils pètent pas les câbles, là, les mecs du 9-3. C'est comme ça, c'est le business, tu vois. Ces structures légères, disponibles à toute heure avec moins de personnel, commencent à concurrencer directement les points de deal du 93. Le marché est en train de muter. En Seine-Saint-Denis, les réseaux et leurs 100 000 employés sont déjà en train de s'adapter. « 93, l'indispensable industrie du shit », c'est un document signé Raphaël Tresanini et Nicolas Dumont.